Europe 1. Le journal de 8h présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Lionel, bonjour à tous. C'est un oiseau rare ou un mouton à 5 pattes que cherche Emmanuel Macron au 38e jour sans gouvernement, sur le point de battre le record de la 4e République. Eh bien, le chef de l'État débute ses consultations des chefs de partis et de groupes parlementaires ce matin pour tenter de trouver un Premier ministre qui fasse consensus. Profil improbable dans une assemblée fracturée comme jamais. Le président le sait bien, mais alors à quoi joue-t-il, Louis Dragnel ? Il faut distinguer l'intention affichée par le chef de l'État de ce qu'il souhaite réellement. La stratégie d'Emmanuel Macron consiste à essayer de montrer qu'il a tendu la main aux oppositions, qu'il les a consultées et que ce sont elles qui arrivent divisées, ne parviennent pas à s'entendre sur le nom d'un Premier ministre. Le chef de l'État est parfaitement conscient qu'à gauche, Lucie Castet ne fait pas l'unanimité, notamment au Parti socialiste où plusieurs députés préfèrent le nom de Bernard Cazeneuve. Du côté de la droite nationale, en additionnant les voix des députés proches d'Éric Ciotti et celles de Marine Le Pen, impossible d'atteindre la majorité relative. En clair, le RN et la droite conservatrice ne sont pas en mesure d'imposer le choix d'un Premier ministre. Même problème pour les propres troupes d'Emmanuel Macron, 166 députés, trop peu nombreuses pour revendiquer une majorité. Un proche du chef de l'État ne cache pas qu'à ce stade, l'équation est impossible. Une situation au fond qui ne semble pas gêner le président, qui pourrait finalement maintenir encore plusieurs semaines Gabriel Attal à la tête d'un gouvernement démissionnaire. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. L'information de la nuit aux États-Unis, un discours très attendu. Kamala Harris a clos cette nuit donc la convention démocrate à Chicago. Longue ovation, très longue ovation pour la vice-présidente américaine avant de pouvoir prendre la parole et d'accepter l'investiture du parti pour la prochaine présidentielle. Où que j'aille, quelles que soient les personnes que je rencontre, je vois une nation prête à aller de l'avant, prête pour la prochaine étape de cet incroyable voyage qu'est l'Amérique. Au nom du peuple, au nom de tous les Américains, quel que soit leur parti, leur race, leur genre, au nom de ma mère, au nom des Américains comme ceux avec lesquels j'ai grandi, des gens qui travaillent dur, qui poursuivent leurs rêves et qui veillent les uns sur les autres. Au nom de tous ceux dont l'histoire ne peut être écrite que dans le plus grand pays du monde. J'accepte votre nomination à la présidence des États-Unis. Un discours d'une quarantaine de minutes qui retrace notamment les grandes lignes de son programme, par exemple la défense des droits des femmes sur l'interruption volontaire de grossesse, mais aussi à l'international, rester aux côtés de l'Ukraine, œuvrer à la résolution du conflit à Gaza et soutenir, dit-elle, l'autodétermination du peuple palestinien. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, Gérard Depardieu sous la menace d'un procès pour viol. On va tout vous expliquer. À tout de suite. 6h, 9h. Europe 1 matin. Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1. Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer. 6h, 9h, Europe 1 matin. 8h05 sur Europe 1, la suite du journal. Fanny Marceau, Lionel Gaugelot. À 75 ans, Gérard Depardieu sera-t-il jugé pour viol et agression sexuelle sur la comédienne Charlotte Arnoult ? En tout cas, c'est ce que requiert le parquet de Paris. Oui, l'acteur qui sera déjà jugé en octobre pour des violences sexuelles sur 2 femmes lors d'un tournage risque donc un second procès, cette fois devant la cour criminelle départementale. Marie Jiquel. Selon la comédienne, tout commence en août 2018. Charlotte Arnoult, 22 ans à l'époque, se rend chez l'acteur, un ami de son père en qui elle a toute confiance. Mais dans l'hôtel particulier de l'acteur à Paris, tout bascule comme elle l'expliquait à France 2 il y a plusieurs mois. Je comprends pas trop tout ce qui m'arrive. C'est énorme et c'est d'une violence inouïe. Donc la première chose que je fais quand je sors, c'est je m'effondre en larmes, j'appelle ma mère et je lui raconte tout. Des pénétrations digitales. Je parle des cunnilingus, je dis aussi les phrases qu'il m'a dites. Une semaine plus tard, Gérard Depardieu aurait réinvité la jeune femme qui accepte pour s'expliquer et le même scénario se serait produit. La comédienne porte alors plainte une première fois, mais les faits paraissent insuffisamment caractérisés. Charlotte Arnoult reporte donc plainte avec constitution de partie civile. S'ensuit une longue enquête, plusieurs confrontations et donc cette réquisition du parquet de Paris tombée hier.
hier. Gérard Depardieu nie les faits depuis le début et publiait même sa version des faits dans les colonnes du Figaro. Une femme est venue chez moi, le pas léger, montant de son plein gré dans ma chambre. Elle dit aujourd'hui y avoir été violée. Le dossier repose désormais entre les mains de la juge d'instruction qui ordonnera ou pas un second procès contre Gérard Depardieu. Marie Jiquel, Charlotte Arnoux s'est dite extrêmement soulagée et émue, mais prudente en attendant la suite. À Marseille, l'émotion hier soir des habitants du quartier Viste dans le nord de la ville. Oui, réunis pour prier leur médecin de rester. La jeune femme a été agressée à son cabinet il y a 10 jours. Elle hésite à rester donc en poste. Mais pour sa patientèle, son départ serait un drame. Oui, parce que partout en France, un médecin qui s'arrête, ce sont des dizaines, voire des centaines de patients qui se retrouvent sur le carreau. Oui, même en région parisienne, 63% de l'Île-de-France est considéré comme un désert médical. Et dans le nord-est de Paris, les 18e et 19e arrondissements en souffrent aussi. La récente fermeture d'un centre de santé a rendu la situation très compliquée pour nombre de Parisiens, patients comme soignants. Reportage Noé Chaillot. Chez elle, dans le 18e arrondissement, Mélissa est tombée dans les escaliers, touchée au cervical. Elle voulait prendre rendez-vous chez un médecin, mais sans succès. Elle a dû aller aux urgences. Personne ne veut me prendre, juste pour une visite, juste pour me faire une ordonnance, pour faire une nuit. Il faut aller aux urgences où on peut passer parfois toute la nuit ou toute la journée. Et pourtant, on est à Paris, on n'est pas dans un village où, je sais pas, perdu, où il n'y a personne. Il n'y a pas de médecin, mais c'est fou. Janie, 80 ans, souffre le martyre. Elle va enfin voir un médecin après 3 mois d'attente. J'ai très mal au dos actuellement, mais ça peut être grave quand même. Et je ne peux pas avoir de rendez-vous pour voir un docteur avant 12 jours. Les médecins généralistes qui exercent dans ce désert médical croulent sous les sollicitations. C'est le cas de Sabine Rosenblatt. Chaque jour, elle doit refuser une vingtaine de patients. J'ai des demandes. Est-ce que vous pouvez me consulter ou est-ce que vous pouvez voir mon conjoint, ma grande-tante? On est là pour donner les soins nécessaires aux patients. De dire non à quelqu'un, c'est une souffrance. Le 18e arrondissement de ces Parisiens désespérés vient de devenir une ZIP, zone d'intervention prioritaire, où les médecins qui s'y installent vont pouvoir bénéficier d'aides financières de l'État. Un reportage Europe 1 de Noé Chaillot. 8h08 sur Europe 1. Allez, on embarque dans notre machine à remonter le temps, direction le mois d'août 44 au beau milieu de la libération de Paris. Depuis lundi, on vous fait revivre cette semaine qui a permis à la capitale de chasser les Allemands. Épicentre de cette insurrection, le poste de commandement des forces françaises libres de l'intérieur. Il est situé 20 mètres sous la place d'Enfer Rochereau, dans un abri anti-bombardement inutilisé de Vichy. C'est là que le colonel Roll supervisait la bataille, un lieu désormais situé sous le musée de la libération de Paris et qui a visité pour Europe 1 Yoann Madec. Une centaine de marches dans un couloir aveugle. En bas, une lourde porte de fer hermétique. Puis un dédale de salles construites pour résister au bombardement pendant des jours. Roll Tanguy et ses hommes en prennent possession le 20 août dans un but précis, explique Sylvie Zedman, la directrice du musée. Ces gens-là reçoivent des messages, reçoivent des informations. Donc ils sont plusieurs autour d'un bureau, ils regardent les informations, ils essaient de les traiter, c'est-à-dire de les vérifier. Et puis une fois que c'est vérifié, ils discutent d'un bureau à l'autre sur les suites à donner. Et est-ce qu'il faut transmettre le renseignement? Est-ce qu'il faut demander à d'autres résistants d'intervenir en soutien sur une action? Le lieu fourmille donc d'informateurs et de messagers. Le colonel Roll dicte ses ordres à sa femme et secrétaire qui tapent tout à la machine. Et tout est ensuite transmis sous le manteau, par téléphone ou en passant par des tunnels qui débouchent dans le métro. Mais même chez les résistants, peu connaissent l'endroit. Comme l'explique Sylvie Zedman, se faire discret est une question de vie ou de mort. Il faut voir que les Allemands continuent à surveiller. Et par exemple, ils téléphonaient régulièrement ici pour savoir si alles in Ordnung, si tout va bien. Et donc, on leur répétait que oui, tout va bien. Il y a des massacres tout le temps, et donc il faut être particulièrement prudent. La majorité des hommes présents ici passent donc la semaine entière sous terre. À leur sortie, Paris est aux mains des Alliés. Voilà le reportage signé Yoann Madec. Notre série Europe 1 sur la libération de Paris est à retrouver sur europe1.fr. Enfin, un mot d'islandais, puisque vous me l'avez demandé tout à l'heure à 7h, Lionel. Ah oui. Le nom de cette petite ville portuaire évacuée à cause d'une nouvelle éruption volcanique hier soir, la 6e dans le pays depuis décembre dernier. Bon, en vérité, c'est pas si difficile. Le village s'appelle Grindavik, je crois que je me trompe pas, et se situe sur la péninsule de Reykjanes, ce qui n'a pas l'air trop compliqué non plus. On n'a pas le nom du volcan. On va chercher. Mais on va chercher, je pense qu'il y aura pas mal de lettres. Merci Fanny Marceau, à tout à l'heure. La météo des plages, Estelle Lafont. Alors, quelle ambiance sur le sable et dans l'eau ce matin? Alors, je vous emmène directement sur la côte atlantique parce que le vent et la pluie le long de la Manche et sur une partie de la Bretagne, ça ne donne pas forcément envie d'aller à la plage, ni on vous recommande d'ailleurs pas trop d'aller vous baigner quand la mer est un petit peu démontée. Donc, vous me demandiez pour Rémi Duprat, notre réalisateur qui part ce week-end sur le bassin d'Arcachon. On va tout savoir. Eh bien, j'ai été chercher au Cap Ferret.
Est-ce que ça vous va, mon cher réalisateur? Je vois qu'il me fait signe. 26 degrés. Quelques moutons dans le ciel, 20 degrés dans l'eau seulement, donc un petit peu frais quand même, indice UV de 6 cet après-midi. Voilà, vous savez tout pour cette zone-là. Si on part maintenant du côté de la Ciotat au niveau de la mer Méditerranée, une après-midi bien ensoleillée. Là aussi, morsure du soleil à 35, mais en vérité, il ne fera que 27 degrés. L'indice UV est quant à lui de 7. Et puis on termine avec la Corse sur Propriano. 29 degrés cet après-midi, sous un ciel tout bleu, baignade très très agréable. Je vous envie un 26 degrés dans l'eau. Indice UV là encore de 7 et presque aucun vent. Dans un instant, l'invité politique de la grande interview, Benjamin Morel, politologue constitutionnaliste. Nos institutions peuvent-elles résister à la période de blocage qui se profile à l'Assemblée nationale du fait de l'absence de majorité? On lui posera la question. À tout de suite.